est une combattante, elle vit avec une pièce en moins, une partie d'elle-même qu'elle a partie au cours d'un voyage en Australie alors qu'elle avait 21 ans. Maintenant, elle a écrit un livre dont nous allons parler aujourd'hui. Il est touchant, prenant, triste, il raconte une aventure incroyable qui mérite qu'on la connaisse. Et en plus, le livre fait passer un magnifique message. Elle s'appelle Nicole T. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicole. Bonjour Solène. Bon, première question, est-ce qu'il vous arrive souvent de vous lever du mauvais pied? Alors, pour moi, c'est impossible de me lever du pied gauche. Ouais, bah, ça veut dire que vous êtes toujours de bonne humeur du coup. Exactement. Ah, c'est l'essentiel. Vous êtes né à Châteaudet, Oui, vous avez vécu à Blonay c'est ça. et à l'âge de 21 ans, vous êtes parti faire un voyage en sac à dos à travers l'Australie. Est-ce Exactement. que vous pouvez nous raconter un peu? Oui, donc je partais en Australie parce que j'étais censée aller travailler là-bas et puis finalement, pour différentes raisons, j'ai pas obtenu mon visa de travail. Mais comme ça faisait très très longtemps que j'étais déjà projetée mentalement en Australie, j'ai décidé de partir sac à dos. En plus, j'avais ma sœur qui habitait Sydney. Donc voilà, j'y partais pour 6 mois. Donc vous avez fait pas mal de rencontres là-bas, essentiellement des belles rencontres. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus qu'une autre? Oui, alors effectivement, j'ai fait la connaissance d'un jeune Canadien qui était baroudeur aussi. Lui, il était un petit peu plus foufou, type, on va dire, surfeur, enfin, comme on se l'imagine. Et puis, du coup, c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Moi, j'avais l'impression de le connaître déjà. Enfin, c'est des rencontres un peu spéciales comme ça, mais du coup, on a fait un bout de chemin ensemble. Mhm. Bah, c'est les belles rencontres qui comptent en fait. Oui, alors c'est des rencontres. Enfin, on va en parler, j'imagine, dans le cours de l'interview, mais qui ont un avant et un après. Mhm. Et du coup, vous avez fait, justement avec un de vos amis que vous avez rencontré là-bas, du rafting, du saut à l'élastique. Et déjà, je pense là, vous avez quand même frôlé la mort. Enfin, Ouais, c'est ça, on ouais. teste un peu les limites. Oui. Hein. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça a pu changer votre comportement vis-à-vis de ça? Vis-à-vis de la mort, vous dites? Oui. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une période de la vie où que tu pars comme ça, tu as envie de tester tes limites, d'apprendre à te connaître en fin de compte. C'est ça le but d'un voyage. C'est pas seulement voir des beaux paysages, faire des rencontres, mais c'est se rencontrer soi-même aussi. Et puis c'est aussi une manière d'arriver à se rendre compte ce qu'on est capable de faire, et puis ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est sympa. Donc est-ce que c'est parce que vous vous considériez un peu comme une exploratrice, donc comme vous dites un petit peu parfois dans votre livre, qu'à un certain moment de votre voyage, vous vous aventurez dans la jungle sans être consciente des dangers qui pourraient arriver et qui arriveront? Alors, je dirais pas exploratrice, mais c'est vrai que c'est aussi une manière de tester ses limites. Et puis finalement, à cet âge-là, peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait conscient qu'on brave des dangers. Et c'est simplement de s'ouvrir à l'inconnu qui est important. Ouais. Donc un peu comme Ella Maillard, vous avez exploré le monde. Alors, je peux pas dire ça parce que Ella Maillard, elle a vraiment été exploratrice au début du XXe siècle. Aller vraiment dans des contrées où il y avait juste rien, on parlait pas la même langue. Moi, je parlais l'anglais. L'Australie, c'est à l'autre bout du monde, certes, mais les codes, comme on les connaît ici, ils existent aussi. Donc, c'est vraiment juste par rapport à la nature que tout d'un coup, on se confronte à une faune, à une flore qui comporte un certain danger qu'on n'a pas du tout ici. Ouais. Donc ouais, c'est une exploratrice quand même. On va dire une exploratrice des Aventurière temps plutôt, modernes. peut-être. Ouais, l'envie de dépasser encore une fois certaines limites, de découvrir le monde, ouais, découvrir le monde avec mes yeux à moi, mais sans avoir la prétention d'explorer le monde. Ouais, je vois. Et ensuite arrive le moment où vous vous disputez avec vos camarades de voyage.
et le moment fatidique où vous perdez un bout de vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord de nous raconter un peu ce qui s'est passé? Oui, c'est-à-dire que à un moment donné, on voit sur le bord de la route, donc on est 3 jeunes dans un minivan. Et ça faisait un moment qu'on voulait voir un kangourou, et puis en vivant, parce qu'on nous voyait des cadavres en fait sur le bord de la route, malheureusement. Et puis à un moment donné, on croit voir un kangourou dans le côté de la route, dans le bush. Et puis on bascule tous notre tête à gauche. Et je suis la première à regarder à nouveau sur la route, puis au fait, il y a un véhicule juste en face. Et là, le conducteur, David, le Canadien dont j'avais fait la connaissance avant, donne un violent coup de volant sur la droite. Donc on roule à gauche en Australie. Et c'est les 2 véhicules qui se percutent. Il y a quand même une collision frontale. Et puis ça tombe vraiment sur moi, parce que moi j'étais tout à gauche du véhicule. Et puis là, heureusement, mon cerveau déconnecte. Je ne me souviens pas de l'impact, de tout ça. Moi, je me souviens, le premier souvenir que j'ai, le premier souvenir personnel que j'ai, c'est au moment où je suis sur la table d'opération. Un chirurgien me réveille et me demande l'autorisation d'amputer ma jambe gauche. Et puis, je suis dans les vapes, je comprends pas très bien ce qui se passe. Du coup, il y a une deuxième fois la demande qui arrive. Ils me disent, mais on est obligé de vous couper la jambe si on veut vous sauver vous. Donc moi, je dis, non, je suis trop jeune, 21 ans. Il m'asseye, ou disons, il me soulève un peu, et puis il me montre ma jambe, l'état de ma jambe. Et là, du coup, je dis, écoutez, faites ce que vous avez à faire. Et puis, je donne encore le numéro de téléphone de ma sœur qui habitait à Sydney. Et voilà, après on me rendort et puis ils pratiquent cette opération. Donc j'ai non seulement perdu ma jambe gauche, mais je suis cassée de partout, j'ai des fractures partout, j'ai les briques de verre sur le visage. Enfin, vraiment, je suis mal en point, comme on dit. C'est incroyable maintenant quand on voit l'état dans lequel vous êtes, quand on s'imagine comment vous deviez être à ce moment-là. C'est assez fou quand même. On a de la peine à se faire une idée. C'est vrai. Ouais. Et puis, du coup, est-ce que vous pensez que vous auriez réagi différemment si ça vous était arrivé maintenant? Probablement, oui. Probablement, parce que maintenant j'ai 50 ans. Et à l'époque, j'avais pas de longues années derrière moi. J'avais pas de longues années où je pouvais comparer ce que je pouvais faire avant et puis maintenant. Et très rapidement, je me suis dit que finalement, c'était mieux d'avoir ce genre d'accident à si jeune âge, parce que on se dit, allez, on est encore en vie, on va de l'avant. Ouais, on peut se reconstruire, on peut se relever, on peut faire quelque chose de notre vie, quoi. Ouais. Je pense que c'est important un peu dans tous les domaines aussi. Comme ça, on apprend à faire avec. Oui, je pense qu'il y a aussi la capacité de rebondir. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance de voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. C'est-à-dire que j'ai pris le bon côté des choses. C'est très important. Ouais. Puis du coup, il y a le moment de l'accident, le moment de l'amputation. Et finalement, en fait, vous avez réagi comment quand tout ça s'est accumulé d'un coup sans prévenir? Ouais, voilà. Alors, je le raconte aussi dans mon livre. J'ai la chance d'avoir eu quand même une sorte de révélation quelques jours ou quelques heures avant mon accident. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais ma place sur cette terre. Que vraiment, il n'y avait pas de discussion, parce que des fois quand on est jeune, on se pose des questions, on se dit, mais à quoi ça sert ma vie, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Et vraiment, j'ai eu cette révélation justement au milieu de la jungle,
une nuit comme ça, et puis ça m'a beaucoup porté, cette conviction que ben oui, j'avais le droit d'être encore en vie, et puis aussi ma foi, parce que j'avais une petite Bible avec moi que j'avais reçue, et c'est un des 3 objets que j'ai récupéré de mes bagages qui étaient tout éparpillés, tout enfin, en mauvais état. Et du coup, ben, je me suis dit que c'était le moment de l'ouvrir, cette petite Bible. Et puis j'ai eu comme un message aussi. J'ai ressenti que je n'étais pas toute seule. Euh, Certes, ça m'arrivait à moi, bien sûr, mais j'avais cette conviction que j'avais cette place, que j'avais ma foi, et j'étais pas toute seule. J'étais entourée. J'avais heureusement ma sœur qui a pris l'avion très rapidement après. Donc ça prend 3 heures et demie de faire Sydney-Cairns, parce qu'il faut dire que c'était au nord-est de l'Australie. Et puis il y a eu d'autres personnes. La personne qui a donné l'alerte juste après l'accident, c'est une personne qui avait un téléphone portable dans sa voiture. Je rappelle, on était en 1991, donc il y a 29 ans. C'était encore des téléphones valises, c'est pas les portables et les smartphones comme on connaît aujourd'hui. Des petits trucs comme ça. Voilà, et puis c'était une chance incroyable que cette personne ait ce téléphone à la voiture. Donc il y a plein d'éléments qui ont fait que on peut dire que je suis une miraculée. Et puis, du coup, j'étais reconnaissante du fait d'être encore là. Et puis, bah oui, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie après. Mais en même temps, il faut un peu y aller étape par étape, prendre les choses comme elles viennent. Déjà, il fallait se sortir de ce moment où j'étais encore en danger, parce que au début, j'ai eu aussi des moments où c'était très difficile, où j'étais pas complètement encore en vie. Donc ça a pris 2 semaines avant que je puisse de nouveau être rapatriée en Suisse, et puis que je sois mise vraiment hors de danger. Donc après un certain temps, vous vous voyez dans un miroir. Donc vous êtes choquée d'abord, et après vous vous reconnaissez pas, en tout cas pas tout de suite. Ouais. Là, vous vous êtes dit quoi dans votre tête? J'étais une jeune femme assez coquette, je portais des talons, bien sûr pas quand j'étais en Australie avec mon sac à dos et tout ça, mais la féminité pour moi ça passait par là aussi, par cette coquetterie, et puis le choc c'est d'accueillir ce nouveau schéma corporel, parce que c'est moche, quoi, c'est pas beau, hein. En plus, quand ça m'est arrivé de me voir dans cette glace, j'étais dans un fauteuil roulant. Donc il y a tous ces aspects-là qui font qu'on se rend compte qu'on a basculé dans un autre monde, une sorte de monde du handicap. Ouais. Et puis après, il faut se reconstruire, il faut, comme je disais, accueillir ce nouveau schéma corporel, mais en même temps, il y a la prothèse qui aide à ça aussi. Heureusement qu'il y a la prothèse, parce que Oui. peut-être que s'il n'y avait pas, je sais pas trop comment ce serait. S'il n'y avait pas les prothèses. Alors, j'ai déjà été dans des pays aussi où malheureusement les personnes amputées ne sont pas appareillées, puis qu'elles ont des cannes axillaires, donc sous les épaules. Et puis, voilà, c'est ça qui handicape en fait. C'est le manque d'appareillage, et aussi les infrastructures qui ne sont pas adaptées pour les personnes en situation de handicap. C'est ça qui handicape le plus finalement. Et encore là, vous avez fait un nombre impressionnant de rencontres à l'hôpital, oui. Autant que dans les aides-soignants que dans vos voisines de chambre. Oui. Et est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, en fait, il y a pire que moi, dans mon niveau de l'état? Alors, j'aime pas comparer, j'aime pas hiérarchiser les degrés de handicap ou de pire que moi. Ça, j'ai essayé très rapidement de ne pas comparer. Je sais qu'il y en a d'autres qui se sont comparés à moi. Par exemple, quelqu'un que j'avais rencontré qui
qui avait mal au dos, puis qui se consolait en se disant, ah, bah, il y a pire que moi en poussant à moi. Enfin, c'était pas très sympa, je trouvais. Donc, voilà. Donc moi j'ai essayé d'éviter de le faire. Mais ce que j'ai gardé de ces rencontres, c'est surtout le côté très humain, très authentique qu'on a. Dès le moment où on a une situation aussi dramatique qui arrive, on est dans l'instant présent et on est dans le vrai, dans l'humain vraiment, dans l'émotionnel, qu'on partage et qu'on ressent. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de barrière. Ouais. Et du coup, Jade et moi, on vous a demandé d'apporter un objet qui est peut-être votre porte-bonheur, pardon, ou plutôt un souvenir qui vous plaît. Dans tous les cas, c'est un objet auquel vous tenez beaucoup, je pense. Il doit avoir une histoire peut-être. Donc, Nicolti, c'est quoi l'objet que vous avez décidé de nous présenter? Alors, c'est pas un objet fétiche, c'est pas un objet qui me porte bonheur ou quoi, c'est juste un objet pratique. C'est un éventail. Voilà. C'est pratique. Voilà. C'est pratique quand il fait chaud, c'est pratique quand il y a des odeurs qui sont pas très sympas. Et puis, c'est pas du tout dans l'idée de faire un lien avec le livre, mais c'est aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui m'est utile. Voilà. Ok. Du coup, en fait, aujourd'hui, vous vous êtes finalement accepté tel quel. Ben oui, parce qu'en fait, comme je le disais, je me rends compte de la chance que j'ai eue de me sortir vivante de cette grosse catastrophe dans ma vie. Et puis, donc ça, c'était en 91. En 92, j'ai rencontré le père de ma fille, c'est-à-dire l'homme qui est devenu le père de ma fille qui est née en 93. Elle aura 27 ans cette année. Puis voilà, ça c'est vraiment se plonger dans la vie aussi, plonger dans l'inconnu. Parce que être une maman avec une jambe en moins, c'est pas évident non plus, parce que c'est des défis qui n'existent pas pour d'autres mamans. C'est déjà un défi en soi de devenir maman, donc voilà. Et puis j'étais jeune, hein, donc c'était l'année de mes 24 ans. Et du coup, ouais, j'ai préféré vraiment me dire que, ok, j'ai eu cet accident, ok, c'est pas juste, mais en même temps, qu'est-ce qui est juste dans la vie, et de faire aussi des sports. Enfin, j'ai aussi fait pas mal de sports après. J'ai fait du tennis au fauteuil roulant, j'ai fait de la plongée, j'ai réessayé le ski à 10 ans, j'ai fait aussi de la mototrial, enfin voilà, plein de choses. Donc du coup, c'est ça qu'il faut garder aujourd'hui, rien n'est impossible. Les barrières, elles sont là où on veut bien se les poser. Et puis voilà, la vie est faite pleine de cadeaux et de découvertes. J'ai toujours ce même état d'esprit que j'avais quand je suis partie en Australie. Donc au fond, c'est peut-être en surmontant les défis que vous êtes devenue plus forte. Probablement, ouais. Et puis aussi le fait de savoir que je ne suis pas seule, d'être entourée, les rencontres que j'ai faites, elles m'ont enrichie forcément, personnellement, et puis elles m'ont permis de grandir, de me construire en tant que personne adulte. Donc quelques années plus tard, vous cofondez l'association Pro-Membro, mais c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors je me suis rendu compte qu'en fait moi j'ai la chance d'avoir une prothèse qui me convient, qui est payée par les assurances sociales, mais ce n'est pas du tout le cas pour bon nombre de personnes. Et ça je me suis rendu compte en allant chez mon prothésiste qui a le même âge que moi, donc ça fait très longtemps qu'on se connaît, et il m'a raconté des situations qui étaient absurdes dans un pays comme la Suisse et injustes. Et puis à un moment donné je me suis indignée, j'ai dit il faut faire quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors certes, il y a déjà des associations comme Pro Infirmis ou Procap, mais pour les amputés, il n'y avait rien. Donc cette association, Pro Membro, elle défend les intérêts des personnes en situation d'amputation ou nées avec une malformation congénitale, pour les aider à accéder à une prothèse qui soit
adéquate pour elle et puis pas en fonction d'une enveloppe financière d'une assurance. Donc ça, c'est d'une part du lobbying au Parlement qui se passe au Palais fédéral et puis d'autre part une sensibilisation, d'informer le public finalement parce qu'on n'en sait rien, on sait très peu de choses sur ce type de handicap. C'est vrai qu'on en parle peu. On en parle peu. Très peu. On voit de temps en temps pendant les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, on voit des... Mais même ça passe pas à la télé, je crois. Un petit peu, je crois qu'aux derniers Jeux Olympiques ça a passé, mais très peu. Et puis ce qu'on voit, on s'imagine que oui, tout va bien, il y a une prothèse, donc tout va bien, on peut refaire des choses comme avant. Et bien pour un bon nombre de personnes, c'est pas le cas. Donc la raison pour laquelle j'ai cofondé cette association. Ouais, c'est très intéressant, vous avez bien fait. Merci. Avec Solène, on a trouvé cette photo sur le site de la RTS et on a choisi particulièrement celle-là parce qu'on l'a trouvée super prenante. Ouais, elle nous a fait une émotion quand on l'a vue. Ah, oui. Et du coup, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Oui. Et ça vous fait quoi de voir des autres personnes dans un cas similaire au vôtre? Alors, je peux vous expliquer d'où elle vient, cette photo. Avec plaisir. Donc ça, je vous présente Étienne, déjà. Bonjour Étienne, si vous regardez la vidéo. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est dans le cadre toujours de l'association Promembro, on a créé une expo photo qui s'appelle Rendre visibles les invisibles. Pour justement montrer un petit peu plus monsieur et madame tout le monde avec une prothèse et puis pas un sportif. Et du coup, Étienne, il se trouve que c'est un copain d'école qui lui a eu un accident de montagne il y a 2 ans et qui a eu justement cette jambe amputée. Et il a été d'accord de faire partie des 7 protagonistes qui sont dans l'exposition. Donc il y a eu une photo, une grande photo de la personne qui se montre dans une activité de son quotidien. Lui, il a choisi de se montrer au lac parce que voilà, il est resté sportif. Et il y a une autre photo, une petite photo avec le témoignage de la personne à côté qui dit ce que ça implique d'être en fait appareillé avec une prothèse, avec une jambe en moins. Lui, il peut comparer avec avant, mais il n'a pas du tout une nostalgie. Voilà. Donc, je suis passée justement à la RTS. On a regardé. Voilà. Et puis, ils ont eu la gentillesse de montrer pas mal de ces photos de l'exposition. Le photographe Michel Fédou a été d'accord de partager ces photos et puis voilà, c'est aussi une manière de justement, j'espère que vous n'avez pas trouvé que c'était choquant cette photo. Non, vraiment pas. Il nous a fait une sorte de boule à la gorge, je sais pas, ça nous a pas choqué, mais on s'est dit que c'était je sais pas, en fait on n'avait pas de mots parce qu'on la trouve tellement belle que en fait moi ce que j'ai compris, je l'ai pris un peu comme ça, c'est que il y a un mur, donc c'est sa prothèse, mais il va quand même faire, et puis c'est comme si je sais pas, il court vers la liberté. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai interprété un peu. J'ai trouvé que c'était assez beau, puis ça m'a fait pas mal d'émotions. En fait. Ok, formidable. Donc voilà, merci d'avoir sorti cette photo. C'est avec plaisir. Oui, vraiment alors. On a pris beaucoup de plaisir à regarder toutes les photos aussi, comme ça. C'était très intéressant, puis les photos elles sont vraiment magnifiques. Donc est-ce que vous pensez qu'on peut considérer les gens qui, comme vous, ont survécu à la mort, si on peut dire ça comme ça, comme des super-héros? Alors non, mais on est des humains, des personnes qui avons dû passer par des épreuves peut-être un petit peu plus graves, plus importantes que d'autres, mais c'est là où on voit toute la capacité de l'être humain à justement se remettre. Mais je ne pense pas du tout qu'on soit des super-héros. N'importe qui peut se remonter d'une telle épreuve, mais voilà, il faut être bien entouré. Il faut surtout être bien entouré par le personnel médical, mais aussi par des amis. Et voilà, c'est ça qui aide beaucoup. Ouais. Donc vous, Nicole T, vous avez un bout de métal qui remplace votre jambe.
Oui, il y a Si- plein Ouais. d'éléments qui font que je peux marcher, dont du métal, oui. Et du coup, est-ce que vous vous considérez un peu comme Captain Marvel? Ouais, alors moi j'ai une référence un petit peu un petit peu différente en fait. J'ai une référence de une bande dessinée qui a été faite par Bilal. Et puis il a une trilogie et puis il a un de ses héros qui s'appelle Alcide Nicopole qui a une jambe en moins tout d'un coup et puis à qui on met un bout de ferraille aussi pour marcher, mais lui, il doit être investi de la force d'Horus pour remarcher. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a probablement une force en nous qui fait que ça nous permet d'aller de l'avant. Mais voilà, Marvel, peut-être, je sais pas, mais peut-être qu'alors on a tous une partie de Marvel en nous et puis Peut-être. qui nous permet de... Au fond, on est tous les héros de nos propres vies. Ouais, alors ça c'est une bonne manière de le dire, ouais, Ouais. effectivement. Donc, les moqueries, est-ce que vous en subissez, vous en avez subi? Comment vous faites pour les éviter? Ça vous passe au-dessus ou, Non, des moqueries je dirais pas. Par contre, ça m'est arrivé justement aussi d'aller à la piscine, de devoir enlever ma prothèse. Et puis là, il y a des enfants souvent qui viennent, qui regardent. Puis moi, j'explique volontiers Ouais. aux enfants. Le problème, c'est juste les parents qui viennent chercher leurs enfants puis qui disent embête pas la dame, au lieu de commencer à discuter et puis de dire ouais, c'est bien, vous avez une prothèse. Ouais. D'ouvrir la discussion. Ouais. En fait, moi, je trouve que c'est bien de pouvoir en parler. Oui, ce serait mieux d'engager la discussion plutôt que d'empêcher. En fait, c'est un peu comme si on les empêchait de venir vers vous, comme c'était contagieux un peu. Comme Exactement, ou cacher, Ouais. parce que je sais pas, ça. on a peur. Peut-être pour eux, ou, c'est une honte. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Peut-être Ouais, que- enfin, ils ont peur de la différence, j'imagine. Mhm. Ça doit être un peu ça. Donc voilà, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup aux gens qui vont voir la vidéo. Et merci beaucoup à vous de nous avoir accordé de votre temps libre, d'avoir répondu à nos questions. Et surtout, n'hésitez pas à acheter son livre, qui est vraiment rempli d'émotions, qui est touchant. Survivre avec une jambe en moins aux éditions Attiger. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là et d'activer la petite cloche bleue en cliquant juste ici pour découvrir les prochaines vidéos de la radio NRV. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour Nicolti et pour nous, pour la radio NRV. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!